Bonjour Karine. Bonjour et bienvenue. Les assassinats ciblés de plus de 200 journalistes à Gaza sont insupportables et démontrent la volonté de camoufler le génocide en cours tout en laissant l'armée israélienne et ses soutiens déverser leur communication dans les médias. Nous avons créé le journal car nous sommes attachés au droit d'informer en toute indépendance, sans ingérence des autorités publiques. Dans chacune de nos éditions, nous rendrons donc hommage à ces journalistes qui ont documenté les exactions de l'armée israélienne. À la mode Cervelex, des terres agricoles sont menacées par le projet d'extension de Technolac. Plutôt qu'artificialiser ces terres, des citoyens proposent d'y développer des cultures maraîchères. Alors, c'est un projet qui s'appelle ZAC3 de Savoie Technolac. Et le projet qui date de quelques dizaines d'années, c'est d'agrandir dans mon dos sur 21 hectares de bonnes terres agricoles Savoie Technolac. Alors, le collectif s'est créé début 2023, donc ça fait plus de 2 ans et demi qu'on se bagarre. Très classiquement, déjà, il a fallu recueillir de l'information, la partager, sensibiliser les citoyens et les élus. Et puis, on a fait un grand rassemblement sur le terrain avec des débats avec les élus. On a participé à l'enquête publique en plein été. On a quand même réussi à ce qu'il y ait plus de 691 dépositions, à 95% favorables à nos propositions. L'objectif principal, c'est de sauver ces terres agricoles et les aider, parce qu'actuellement, il y a pas mal de maïs, à une évolution plutôt vers de l'agriculture alimentaire. Nous avons bien un projet alternatif et on essaye en même temps aussi de démontrer aux élus, là on est sur la commune de la Motte-Cervelec, on essaye de leur convaincre que leurs besoins économiques, ils peuvent les satisfaire déjà sur l'existant et sur la disponibilité qui existe dans les autres zones d'activité économique, y compris les élus, ne sont pas au courant des enjeux et de ce qui est en train de se passer ici. On a une action juridique, j'allais oublier, qui est importante parce que suite à l'enquête publique où il y a eu un avis favorable mais avec des réserves quand même assez notables, et donc on vient de déposer un contentieux au tribunal administratif de Grenoble. Alors les 2 rendez-vous dans notre agenda, c'est mercredi 10 septembre. On a fait organiser un ciné-débat avec en avant-première le documentaire de Vincent Verza, qui est un youtubeur assez connu, de partager, c'est sympa. Et donc ça se passera à Chambéry, donc le mercredi 10 à 19 h au Ciné Curial. Et puis on donne un deuxième rendez-vous ici, sur place, le 20 septembre, le samedi 20 septembre, pour une action dont on ne peut pas révéler encore les modalités, mais c'est une action grand public. Et on trouvera toutes ces informations sur le site du collectif, avec la possibilité de s'inscrire à une lettre d'info qui permet d'être au courant vraiment de tout ce qu'on fait. Luc, tu fais des choses assez remarquables sur ta commune en termes de développement durable. Donc, essaye d'être moderne, y compris ici, et rends-toi compte que c'est plus important ce qu'on met dans une assiette, ce qu'on mange. Et l'intelligence d'un élu, c'est d'arriver justement des fois à concilier 2 choix qui peuvent sembler un peu difficiles a priori. Si vous vivez dans le bassin chambérien et que vous êtes passionné de vinyle, vous le connaissez sûrement. Free Music est un monument à Chambéry depuis plus de 50 ans. Alors, Jean-Louis Mézin, directeur du Free Music, magasin de disques. À Chambéry, oui, bien sûr. Alors, disquaire. Ah, pardon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vais avoir 77 ans, vous voyez. Donc, j'ai pas envie de retraite. Pour moi, c'est mon bébé ici. C'est ma passion. 57 ans. Ça vous surprend? Ça va surprendre personne. Ça serait du Dalida. Mais j'ai un vaste choix, si vous voulez. J'aime aussi bien Juliette Gréco que Jean Ferrat, que les Rolling Stones, que les Beatles. Vous voyez, c'est assez vaste. Il y a des cartes postales, il y a des statues Heroic Fantasy. Voilà, des DVD encore un petit peu, mais enfin, ça se termine là maintenant. Alors, mon métier de disquaire, ça va peut-être bientôt s'arrêter. Comment le disque, ça revient très fort. Le vinyle revient très fort. On va vers une chute du CD, mais le vinyle revient en force. Les jeunes qui avaient leur iPod dans les oreilles, là, avec 1000 titres, et qui n'avaient rien dans les mains, si vous voulez, reviennent
au vinyle pour faire la gestuelle et puis avoir des belles pochettes qui peuvent afficher au mur. Voilà. J'ai toujours des petits jusqu'aux grands. Les jeunes de 17-18 ans qui avaient déserté un petit peu le magasin parce que justement avec leurs petits appareils là, reviennent. Donc voilà, je recommence un cycle. Je suis très satisfait que vous m'ayez invité enfin, à participer pour le petit montage là. Nous vous proposons de découvrir à La Rochette un lieu hybride. On peut y acheter des jeux de société, mais aussi y jouer, tout en dégustant une boisson. Bonjour, donc je m'appelle Maëlle, je suis la gérante du magasin boutique salon de thé ludique Thé OK pour jouer. Le principe de ce magasin, c'est que c'est d'abord une boutique de jeux, mais aussi de produits locaux et de matériel artistique. C'est aussi un salon de thé ludique. Vous pouvez venir sur place, essayer des jeux sur place. On peut vous conseiller, vous expliquer les règles. Et vous pouvez en même temps commander, manger des gaufres, des pancakes, des cookies, des glaces et des boissons fraîches ou chaudes, mais sans alcool. Jonathan est le président de l'association des affranchis qui utilise le magasin comme local. On organise des soirées de jeux de société en collaboration avec le magasin Thé OK pour jouer. On pratique aussi le jeu de figurines et tout ce qui est peinture de figurines, ainsi que le jeu de rôle. Ils sont tous les deux maîtres de jeux de rôle et animateurs de jeux de société qu'ils présentent pendant les soirées jeux de rôle et jeux de société, mais aussi sur place. Donc on est déjà à notre deuxième soirée jeux de rôle où on est à peu près 5 maîtres de jeu et on a à peu près 5 personnes par table. Et puis après, on fait notre petite soirée jeux aussi de société où on a à peu près une 30 à 40 personnes et en dégustant de bonnes crêpes et gaufres surtout, je précise. Je vais vous présenter le Château Blanc, c'est un peu notre chouchou du moment. C'est un jeu qui se passe juste après le Moyen-Âge japonais, au moment où les relations sont plutôt pacifiées, où il y a moins de guerres entre clans, mais où justement chacun va essayer d'augmenter son influence auprès du shogun. On a nos paysans qui vont nous apporter les ressources nécessaires à faire vivre nos samouraïs et nos courtisans. On a nos samouraïs qui servent plutôt de force d'influence que réellement pour la guerre. Et on a nos courtisans qui vont monter dans le Château Blanc pour s'approcher du shogun. On ne va mettre que 9 actions. On ne va pas faire plus. Par contre, c'est un jeu qui dure entre 1 heure et 2 heures. Pourquoi sur 9 actions ça dure aussi longtemps? C'est tout simplement qu'on prend une action, on la pose à un endroit soit du plateau, soit de notre plateau personnel. Et cette action va déclencher une autre action, qui déclenchera une autre action et encore une autre action. Ce sont donc des stratégies, des combos gagnants ou pas, qui vont nous permettre de contourner les difficultés qu'on peut avoir. Et l'idée à l'issue de ces 3 manches et de ces 9 actions, c'est d'avoir augmenté au maximum nos scores d'influence. L'État se décharge de nombreuses missions d'intérêt général sur des associations et leurs bénévoles. La baisse des subventions prévues pour 2025 pourrait les mettre en difficulté. Ils risquent de ne plus pouvoir couvrir leurs dépenses et donc renoncer à certaines de leurs missions. Ce qu'on constate, c'est globalement une baisse des dotations de l'État au sens large, et y compris les collectivités territoriales, pour le monde associatif. Le secteur médico-social et social est également impacté. Ça les fragilise financièrement, forcément. Souvent, ce sont des associations qui ont des missions d'intérêt général, comme le handicap, les EHPAD. Un tiers des EHPAD en France sont gérés par des associations. L'insertion professionnelle également. Un manque de visibilité pour pérenniser leur mission et engager de nouveaux projets. Les associations représentent effectivement 9% de l'emploi privé en France. Les structures d'insertion, par exemple, sont un secteur fragile. Quand on leur annonce au mois de mai que le budget de l'année en cours sera baissé de 4% et qu'on sait que 60 à 70% de leurs charges sont des charges de personnel, on imagine l'impact immédiat sur les comptes de l'année. La Banque alimentaire de Savoie distribue des produits alimentaires aux bénéficiaires de l'ensemble de la Savoie chaque jour de la semaine. Les subventions représentent à peu près 50% du budget de la Banque alimentaire et ça provient à la fois de l'État, de la région, du département, voire des communes. Nous avons 5 salariés et également plus d'une centaine de bénévoles, dont 25 présents chaque jour. Des subventions servent à financer le fonctionnement au quotidien
de la plateforme, d'une part de payer les salaires des 5 salariés, mais également tous les coûts de la plateforme, à la fois l'électricité pour les chambres froides, les camions, le carburant pour les camions, tous les contrats d'assurance. L'autre utilisation, c'est les investissements. Nous avons acheté par exemple un camion en 2023 pour une valeur de 72 000 €. En 2024, nous avons reçu un peu plus de 90 000 € pour l'achat de produits alimentaires, mais à ce jour, en 2025, on prévoit à peine 50 000 € pour ce même produit. L'ensemble des subventions de fonctionnement, moins 10 à moins 12%. Un peu plus de 10% en moins, et d'autre part, les charges de fonctionnement, elles, augmentent de 4%. Le budget de nos dépenses va dépasser 360 000 €, tandis que nos recettes vont être en dessous de 320 000 €. Les subventions sont également un moyen de contrôle des activités associatives. C'est ce que vit en ce moment France Nature Environnement Rhône, qui a vu ses demandes de subventions rejetées par le conseil départemental après avoir subi des coupes du conseil régional sous la présidence de Laurent Wauquiez, comme le déclare à rue 89 Anthony Chan de FNE Rhône. En mai dernier, l'association a été contrainte à une procédure de redressement judiciaire, ses dépenses ne pouvant être couvertes par ses rentrées financières, malgré son action d'intérêt général pour l'environnement, mais aussi pour l'éducation. Selon rue 89, France Nature Environnement n'est pas la seule dans cette situation. Entre la baisse des dons et celle des subventions, les associations écologistes comme Zero Waste France, Greenpeace ou les Amis de la Terre n'ont tout simplement plus d'argent. Réforme des retraites, jours fériés, loi du plomb, restrictions budgétaires, baisse du pouvoir d'achat sont à l'origine d'un mot d'ordre pour le 10 septembre. Bloquons tout. Que se passera-t-il le 10 septembre ? Le Premier ministre François Bayrou a réveillé la gronde avec les annonces faites cet été. Il pensait sans doute que la répression massive subie par les Gilets jaunes avait découragé les Français de se révolter. Année blanche et suppression de jours fériés ont provoqué la naissance de l'initiative populaire intitulée « Indignons-nous, bloquons tout ». Depuis quelques semaines, des collectifs s'organisent dans toute la France pour faire du mercredi 10 septembre une journée marquante. L'énergie de ce mouvement naît de l'exaspération montante, de la défiance envers le pouvoir, du sentiment général de tromperie, de l'absence de perspective, contre l'accaparement des biens communs, du sentiment d'un pouvoir qui se sert et sert les amis. Appel à la grève, au blocage et à la désobéissance, le mouvement promet au gouvernement une année noire en réponse à l'année blanche annoncée. Une rentrée sociale qui risque de remettre en jeu les plans d'Emmanuel Macron pour la fin de son quinquennat, notamment marqué par le vote de confiance demandé par François Bayrou dès le lundi 8 septembre, qui pourrait aboutir au départ du Premier ministre et à l'abandon des mesures annoncées en début d'été. Traditionnellement, les partis politiques organisent des rencontres à la fin des congés. Les écologistes et la France Insoumise nous ont envoyé leurs images. En politique, la fin des vacances d'été rime avec université. Les partisans réunissent leurs militants avant de se lancer dans la rentrée politique. Le week-end du 21 au 24 août, ce sont les insoumis et les écologistes qui ouvraient le bal. Les amphis viennent de se terminer, là c'était le meeting de clôture, il y avait un monde incroyable, on était plus de 5000 cette année. Et moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'il y avait surtout une ambiance en mode on va gagner, le 10 septembre il va y avoir énormément de monde. Et le 23 septembre, on va réussir à faire tomber François Bayrou. Oui, alors donc ces journées d'été qui ont lieu à Strasbourg, elles réunissent des écologistes de toute la France et de l'outre-mer. Les élections municipales avec plein d'ateliers sur des thématiques différentes pour nous préparer aux élections municipales. Des présidentielles de 2027. Les écologistes sont pour une union de la gauche très large. Avoir une candidature unique pour 2027, c'est absolument indispensable pour gagner et pour aussi principalement lutter contre l'extrême droite. Un des chefs de file de la France Insoumise pour les élections municipales à Grenoble nous a parlé de sa vision du rôle de l'élu. Je vois le rôle de l'élu comme un citoyen impliqué dans sa vie, dans sa commune où il milite, où il a parfois un engagement associatif. Donc bref, c'est un homme ou une femme engagé au quotidien, qui ne cède pas, qui ne baisse pas la tête face au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme. Je pense que ce que fait par exemple Patrick Proisy dans sa commune, maire insoumis, est une bonne source d'inspiration. Il consulte les gens, il fait des réunions publiques, il n'arrête pas d'être un militant politique une fois qu'il est élu. Et il remet en question sans cesse son travail de maire. Pour chacune de ces formations, un vent de changement souffle sur la rentrée politique. Effectivement, la rentrée s'annonce chargée, d'abord avec les mobilisations qui auront lieu au cours des prochaines semaines, à commencer par celle du 10 septembre qui a été appelée par des collectifs citoyens et qui est soutenue par les écologistes. Et
L'objectif de la rentrée n'est pas très compliqué. Le 10 septembre, on se mobilise et jusqu'au 23, il va falloir le faire pour faire tomber Bayrou avec la motion de censure. Il y aura une motion de censure qui sera déposée, qui sera votée, la motion de censure du gouvernement qui sera votée par les écologistes. Le gouvernement va être censuré. Voilà. Moi, je suis absolument sûr qu'il ne passera pas le budget. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit censuré le plus vite possible. Suite au bombardement israélien qui a tué l'équipe de journalistes d'Al Jazeera à Gaza et à la campagne militaire pour annexer toute la bande de Gaza, les réactions se multiplient et nombre de soutiens inconditionnels revoient leur position. De nombreuses initiatives continuent d'avoir lieu chaque semaine en France et de nouveaux bateaux sont en partance pour tenter de briser le blocus israélien. Israël a bombardé sciemment une tente qui contenait 5 journalistes, dont des journalistes d'Al Jazeera et des journalistes qui, depuis le début du génocide, documentent ce que fait l'armée israélienne, c'est-à-dire les bombardements, les agressions et aujourd'hui, en ce moment, la famine. Depuis le début, qu'en réalité, les journalistes sont ciblés parce qu'on veut faire taire la voix de Gaza, on veut faire taire les gens qui font parvenir des images et on veut que plus tard, on puisse dire qu'on ne savait pas alors qu'on le sait. On assiste à un génocide. Le projet de Netanyahou et d'Israël, il est annoncé, c'est celui d'envahir Gaza. C'est le projet colonial qui est depuis le début celui d'Israël. Cette attaque, elle est liberticide. C'est étonnant de la part de la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Enfin, c'est étonnant pour ceux qui prétendent ça. Et puis c'est étonnant aussi le silence des journalistes ici en France et dans le monde pour continuer d'être la voix de ces journalistes, pour continuer d'être la voix de Gaza jusqu'à la libération totale de la Palestine et jusqu'à la fin du génocide. C'était déjà insoutenable, ça le devient de plus en plus et on voit monter la colère de plus en plus de gens qui disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Chaque semaine, on a plusieurs dizaines de personnes qui sont encore tuées avec les bombardements. Les bombardements plus la famine, il faut absolument que l'Europe, la France, l'ensemble des pays passent aux actes. Ce n'est pas que des mots, il faut entraîner cette résolution de reconnaître la Palestine par des obligations à Israël. Et les obligations à Israël, c'est par des sanctions qu'elles peuvent avoir lieu. En attendant, la société civile continue d'agir. Le 31 août, une flottille internationale partira de Barcelone. Une dizaine de bateaux s'élanceront vers Gaza, rejoints le 4 septembre par d'autres navires partis de Tunis et de Sicile. Baptisée Global Sumud Flotilla, Sumud signifiant la persévérance du peuple palestinien à rester sur sa terre et à résister à la colonisation israélienne. Elle rassemblera 44 délégations venues de nombreux pays, dont la France, représentée par Wave of Freedom. Leur objectif, acheminer une aide humanitaire, briser le blocus imposé à Gaza, dénoncer le silence de la communauté internationale et montrer la force de l'action citoyenne. Greta Thunberg, déjà présente sur le Madeleine, devrait à nouveau participer à cette flottille. Relayer cette action permet de protéger celles et ceux qui s'y engagent. Et maintenant, l'actualité en bref. La région Auvergne-Rhône-Alpes est à l'honneur sur TikTok. En effet, les vidéos qualifiant la région de République populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, à l'instar de la République populaire de Chine ou l'ancienne Union soviétique, se multiplient. En cause, l'incontournable communication de la région, longtemps dirigée par Laurent Wauquiez, qui pavoise toutes les communes et moyens de transport. Ce pourrait être drôle si toute cette publicité en l'honneur de la région ne représentait pas un coût pour la collectivité, alors que les subventions publiques viennent uniquement des taxes et impôts payés par la population. Le Canard enchaîné du 13 août fait état de dires et de plaintes d'habitants du très chic 7e arrondissement de Paris qui se plaignent des fêtes régulières et très bruyantes organisées dans son ministère par Patrick Mignola, ministre des Relations avec le Parlement, après avoir été député de Chambéry et maire de la Ravoire en Savoie. En effet, en juin et juillet, presque chaque semaine, c'était la fête au ministère, jusqu'à 1h du matin, où les convives se plaisaient à chanter à tue-tête les lacs du Connemara. Pour sa défense, le ministre justifie ces soirées comme étant le moyen de ressouder le socle commun. On ignore le coût de ces fêtes, mais c'est le même gouvernement qui prône la rigueur budgétaire et le travailler plus. Lorsqu'on se réveille à 5h ou 6h le matin pour travailler, il est rare de festoyer jusqu'à 1h du matin. Alors que la pauvreté est au plus haut et que de nombreuses personnes peinent à boucler les fins de mois, ces fêtes aux frais des contribuables ne peuvent que questionner sur la conception de l'intérêt général du ministre. Le 18 août, un homme est mort filmé en direct sur Internet après des mois d'humiliation et de supplices. La ministre chargée du numérique, Clara Chapaz, a dénoncé le lendemain les violences
qu'elle a qualifié d'horreur absolue. Oui, mais Mediapart a immédiatement rappelé que la ministre et son cabinet avaient été informés 9 mois avant et qu'elle n'avait rien fait. Pas plus que l'Arcom saisi par la Ligue des droits de l'homme. Pourtant, le principe de la République est que les droits de l'homme sont garantis par la force publique. La ministre, les préfets, les procureurs, la force publique auraient donc dû intervenir. Non, les violences et les humiliations ont été diffusées en direct sur Internet et de nombreuses personnes ont pu suivre ces diffusions sans que les autorités n'interviennent. Aujourd'hui, la ministre et les responsables politiques, repris par nombre de médias, déplacent le débat vers la notion de consentement ou de la régulation du numérique. La réponse des droits fondamentaux et républicains est limpide. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès le premier article, indique que la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. À l'article 4, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, ces deux droits fondamentaux devaient être protégés par la force publique. Rien n'a été fait. Pas plus par le ministre de l'Intérieur que par les procureurs ou les préfets, alors que les faits se déroulaient en France. Eux qui sont si prompts à porter plainte ou mettre en garde à vue des écologistes pacifistes ou des syndicalistes. Si chaque personne a le droit au consentement, nul ne peut être soumis à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, ce qui est d'ailleurs reconnu unanimement dans ce cas. Donc, les auteurs des humiliations et traitements dégradants devaient être empêchés par la force publique. Pour mieux comprendre, une personne peut consentir à se suicider, mais personne n'a le droit de la tuer pour l'aider. Selon moi, la responsabilité de la ministre est donc entière comme celle de la force publique, qui n'est pas intervenue pour garantir les droits de cet homme. Encore fallait-il que la ministre les connaisse, ce dont il est permis de douter. Sachons utiliser les règles de la République pour les faire respecter, y compris par celles et ceux qui ont été élus comme représentants. Pour le coup de cœur, nous avons rencontré la librairie des Bauges à Albertville et la librairie Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. La librairie des Bauges est une librairie indépendante, créée en 1953. Thomas Béraud, le gérant actuel, s'en occupe depuis 2017. Nous sommes une librairie généraliste. Nous faisons également de la papeterie. On aime bien tout ce qui est nature, environnement, écologie. On a un joli rayon jeunesse et on accueille les gens avec le sourire. La série des Riley de Jeff Lindsay est une série policière qui met en scène un personnage qui revient à chaque histoire, qui est un voleur un peu à la Arsène Lupin moderne, c'est-à-dire que c'est un voleur qui s'attaque à des défis de plus en plus difficiles de livre en livre, et il essaye de dérober des choses quasiment indérobables. Alors il y a la CIA, il y a de l'action, il y a des poursuites, c'est une série où on ne s'ennuie pas une seconde à chaque volume, et que j'attends toujours avec beaucoup d'impatience. Je suis Lisiane Michel et je travaille à la librairie Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. Elle est née en 1976 par le Parti communiste. C'était une SCOP et depuis quelques années, c'est devenu une COP, une coopérative. Voilà, donc on reste très engagé politiquement avec des livres, notamment sciences humaines et sociales, et une grosse partie jeunesse parce qu'on est librairie sorcière. On a pas mal de public qui vient pour notre rayon jeunesse et on est surtout en collaboration avec les médiathèques et les bibliothèques de Chambéry sur la partie jeunesse. Alors on a 4 co-gérants bénévoles et 2 libraires salariés qui travaillent avec ma collègue. Et les co-gérants gèrent vraiment la partie administrative et vente externe. Et nous, on gère tout ce qui se passe en librairie avec la clientèle. Étant une librairie jeunesse et sorcière, on a choisi de vous présenter un livre jeunesse qui est d'une petite maison d'édition L'Élan Vert, qui a gobé Steve. Donc c'est un livre assez humoristique qui est vraiment en format télévisé, on peut dire ça comme ça. Hop, je vous montre un petit peu l'intérieur parce que c'est ça qui est intéressant. Donc toute l'histoire tourne sur le fait que Steve le ver de terre se fait manger par Marcel le corbeau, mais qu'on essaye de le sauver. Et c'est vraiment la façon dont on va raconter l'histoire qui va être intrigante pour les enfants et qui va être très sympathique, notamment pour les lectures collectives. Et là maintenant que la librairie essaye de se remonter comme il faut, on va essayer de faire des rencontres avec des auteurs en jeunesse, mais aussi en sciences humaines et en littérature. C'est la rentrée et certains choisissent d'apprendre à la maison.
La loi dite de lutte contre le séparatisme restreint la possibilité de faire l'école à la maison. Nous avons rencontré des parents et des jeunes qui ont choisi l'instruction en famille. Siane et Camille, 13 et 15 ans, nous en parlent. Alors, Fleur Guillemin-Deschamps, je suis à mon compte depuis 2014 et au sein de l'association Enfance Libre depuis mars 2024 en désobéissance civile vis-à-vis de la loi du 21 août 2021 qui modifie le statut de l'instruction en famille. Tu es venu dans cette association-là par le biais de ton expérience à toi d'enseignement en famille. Tout à fait. On est passé à l'instruction en famille en 2019 quand nos enfants avaient 10 et 7 ans parce qu'ils étaient scolarisés jusque-là. Ils avaient perdu l'envie d'apprendre et en fait, on a eu envie d'essayer autre chose, de faire un pas de côté. Et qu'est-ce qui a motivé le fait de faire l'instruction en famille? Ma mère a démissionné de l'éducation nationale en même temps que nous. D'accord. Donc, on a démissionné en même temps. Et c'est pour aussi avoir plus de liberté, pouvoir suivre notre rythme à nous aussi d'apprentissage, mais aussi personnel, et voilà. D'accord. Donc ta maman était prof? Oui, elle était instite. Est-ce que c'est un élément facilitant d'avoir d'avoir un parent qui est prof pour faire l'instruction en famille ou pas? Non. Elle peut peut-être être plus pédagogue des fois. Pour revenir à toi, donc à ton expérience de la scolarité à la maison, parce que tu as connu les deux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves pas en famille que tu trouvais dans le cursus classique et inversement, bien sûr? C'est des liens différents avec les frères et sœurs, avec les parents, peut-être plus de confiance, voilà, donc plutôt des avantages. Plutôt des avantages à l'instruction en famille. Oui. Et puis j'imagine aussi pour tes rythmes et pour ce que tu as pu faire en plus de ta scolarité du coup. Mes rythmes aussi scolaires, moi j'adore les maths, je ne peux pas avancer comme je veux à l'école. J'ai été 6 mois en sixième. Pendant les 6 mois, on a fait 3 fois du calcul mental et on avait un exercice par semaine à faire, quoi. Tu penses que tu peux avancer plus vite en étant à la maison qu'en classe? Ah oui, oui, ça j'en suis certain même. Ok. Le lien avec l'association, c'est quoi? Quand on fait l'éducation en famille, on est forcément adhérent d'une association, on est forcément au sein d'une association? Alors Comment forcément ça se passe? non. Par contre, effectivement, surtout quand on vient d'un système scolarisé où c'est quand même source de rencontres et que ce soit au niveau des enfants et des autres parents et tout ça, c'est quand même un biais pour rencontrer d'autres gens qui sont dans cette démarche-là. Un argument qu'on entend beaucoup, c'est que la vie sociale des élèves qui font l'instruction en famille est mise à mal, que l'enfant ne peut pas se socialiser correctement. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors déjà que c'est faux, parce qu'il y a des gros réseaux, nous, donc on est en Haute-Savoie, il y a vraiment un gros réseau instruction en famille avec énormément d'activités qui sont proposées à tous les enfants de ce réseau-là. Et donc, on fait énormément de choses. Moi, j'ai fait du théâtre pendant longtemps. On n'est pas enfermé à la cave, quoi. Je fais du théâtre d'impro. Je vais faire ma 3e année. Je vais aussi faire du théâtre. J'ai fait un autre truc qui s'appelle TUMO. Donc, c'est quelque chose financé par la région où moi, je vais choisir le cinéma, l'animation et le design 3D. Et tu as de l'auto-formation, tu as des moments où tu es accompagné par d'autres adultes. Bon, on revient du coup sur l'association Enfance Libre et quel est le but exactement de cette association, hormis faire du lien entre les parents qui font l'éducation alors le à la but maison. d'Enfance Libre, c'est vraiment de militer pour un retour au statut déclaratif de l'instruction en famille, parce que donc cette loi du 21 août 2021, 24 août 2021, a modifié le statut de l'instruction en famille, où avant c'était déclaratif, on envoyait un courrier à l'académie et à la mairie, ils accusaient réception et on était convoqués une fois par an pour normalement évaluer la progression des enfants. On a un test tous les ans. On va dans un collège extérieur, donc là c'est à Annecy, nous. Et ça se déroulait dans le cadre, on avait un inspecteur d'académie, 2 professeurs qui nous posaient des questions et nous, voilà, ils nous interrogeaient. Qui permet de valider ton avancement sur ton cursus scolaire. C'est ça. Et
En fait, on voit depuis le passage de la loi donc, qui modifie ça à un statut d'autorisation préalable. On est censé envoyer un dossier très complet sur notre façon d'aborder l'éducation de nos enfants, sur leur rythme, sur tout ça, que l'académie va jauger en fonction de ses critères académiques et que si ça rentre pas dedans, en général, c'est non. Il y a 4 motifs d'autorisation. Alors, handicap sévère de l'enfant, ne permettant pas une scolarisation, la pratique intensive d'un sport ou d'un art. Alors, les critères sont assez flous, hein, très franchement, et le nomadisme de la famille ou l'éloignement géographique d'un établissement. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est le 4e, qui est la situation spécifique à l'enfant nécessitant un projet pédagogique adapté. Et on voit que, bien sûr, en fait, peut-être 80% en fait, des gens qui font l'instruction en famille sont dans ce motif-là, parce que parfois on peut juste avoir envie de vivre autre chose avec nos enfants que ce rythme un peu fou. Et en fait, les chiffres qu'on a, parce que justement via l'association on regroupe beaucoup les chiffres, on référence toutes les situations, parce qu'en plus c'est un bazar pas possible, parce qu'en fait la justice ne sait même pas où nous ranger, et les services sociaux non plus. Parce que ce qu'on encourt en étant en désobéissance civile, la peine maximale annoncée, c'est quand même 7 500 € d'amende et 6 mois de prison ferme par parent. Parce qu'en fait, on est assimilé à des gens qui déscolarisent et qui maltraitent leurs enfants. Il n'y a pas de case pour des gens qui déscolarisent et qui s'occupent bien de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on vous demande dans ces entretiens de demande préalable? Nous, on est rentré en désobéissance civile parce que, par principe, on ne voulait pas demander l'autorisation à une administration compétente. Parce qu'en fait, nous, on a eu des contrôles avec l'académie et on a vu comment déjà ça s'est durci après le passage de la loi, au niveau des attendus. Si on a eu plusieurs fois des contrôles abusifs, avoir l'inspecteur d'académie qui s'immisce dans notre vie personnelle sur des sujets qui ne concernaient pas du tout, et beaucoup de jugements sur notre mode de vie et tout ça en fait. Et du coup, on s'est dit, on va mobiliser nos ressources pour œuvrer à une cause un peu plus large que notre petit cas et essayer de militer pour un retour au statut déclaratif qui allait très bien. Et voilà, cette loi est complètement antidémocratique et abusive. Et un pays où il n'y a pas d'alternative à un modèle unique, c'est plus une démocratie. Hein. Si on veut parler des fondamentaux de la République, la Constitution oblige à une éducation gratuite. Mais finalement, l'éducation à la maison est une éducation gratuite. Gratuite, oui, surtout pour le gouvernement, puisque il nous donne plus la CAF et qu'on n'a pas l'allocation de rentrée. Ça, c'est parce que vous scolarisez pas vos enfants? Alors l'allocation de rentrée, oui. Les personnes en instruction en famille n'ont pas l'allocation de rentrée. Alors même qu'on achète du matériel pour nos enfants. Et là, depuis la désobéissance civile, on a eu donc la CAF qui nous a été coupée. On nous réclame 1 000 € de trop perçus depuis la rentrée 2024. Et on a eu une enquête sociale, une information préoccupante. Et du coup, en mars, on a eu une convocation pour le début de l'IP. Et une semaine après, on avait la CAF qui nous disait qu'on n'avait plus de droits, que nos enfants n'avaient plus de droits. Et selon vous, à quel titre ces dispositions sont prises dans la loi séparatisme? C'est la grande question. Moi, je veux bien qu'il y ait un droit de regard de l'État pour s'assurer effectivement que les enfants vont bien, mais visiblement, là, entre droit de regard et ingérence, la frontière est ténue. Je crois qu'ils se trompent complètement de cible parce qu'en fait, les gens qui se déclarent en instruction en famille, c'est pas là que se passe le séparatisme. C'est des gens qui vont passer hors radar, qui vont essayer d'être le plus discret possible. Nous, de bonne foi, on se déclare en instruction en famille, on se soumet au rendez-vous annuel pour qu'ils puissent évaluer si nos enfants progressent et s'ils vont bien. Nous, on n'a rien à se reprocher et c'est le cas de la plupart des gens en instruction en famille. Il faut savoir quand même que l'instruction en famille, c'est 0,5% de la population concernée. C'est peanuts. Et au sein de ces 0,5%-là, les familles qui en profitent pour radicaliser, je pense que c'est... Je peux pas dire inexistant parce que je connais pas tout le monde, mais c'est tellement rien par rapport à des jeunes en souffrance dans le système scolaire qui, justement, vont être très énervés, très en colère et qui vont avoir tendance à aller se radicaliser. Je vais juste parler du risque de radicalisation. On pourrait imaginer qu'il est peut-être plus important dans les établissements privés et confessionnels que dans l'éducation à la maison.
Je vous répondrai oui, hein, très clairement. Bon, après, nos enfants sont jamais allés dans des établissements privés. Après, il y a des affaires qui sont sorties récemment où c'est quand même pas joli ce qui se passe dans ces établissements-là. Nos enfants ont des amis choisis, des relations de qualité. Et à l'inverse, on voit passer toutes sortes de faits divers avec des jeunes qui pètent des plombs et qui vont poignarder arbitrairement et à l'aveugle des gens dans leur collège ou dans leur lycée. Voilà, à quel moment on peut avoir envie de remettre nos enfants dans un cursus conventionnel, sachant que ces risques-là existent, sans parler du harcèlement scolaire et des choses comme ça. Moi, par exemple, je me suis fait harceler dans toute ma scolarité à peu près. Mais il y avait aussi des moments où j'en pouvais plus, où je rentrais chez moi, je pouvais plus, je pétais des plombs. D'autant plus que nos enfants aujourd'hui n'ont pas envie de retourner dans les cursus conventionnels. Notre fille a des projets pour un peu plus tard, à partir du lycée. Lycée, mode et fac psycho. Et ça, du coup, en instruction en famille aussi ou en établissement? En établissement. Alors moi, je vais rentrer chez les Compagnons du Devoir. Donc voilà, je quitte l'instruction en famille pour repartir sur un cursus professionnel, pas standard. Donc voilà, je vais partir en alternance en menuiserie chez les Compagnons à partir de septembre. J'ai cette envie ça fait 3 ans que je suis décidé et que je sais que je veux faire ça. Ça fait aussi que je peux me permettre ça parce que je suis pas fatigué de mon année de collège et que du coup je suis enthousiaste à l'idée de faire ça. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai choisi les Compagnons pour faire une formation de haut niveau du coup, parce que j'ai cette motivation que j'aurais sûrement pas eu en étant à l'école classique. Voilà, aujourd'hui, nous, ça nous va, quoi. Et question un peu obligatoire, si ils émettaient le désir de retourner dans un cursus traditionnel classique, c'est OK? Eh ben, on les accompagnerait autant que possible dans leur choix, puisque l'idée, c'est de respecter leur choix avant tout. Donc, voilà. Merci. Cool. Merci à vous. Voilà, merci. Je vous rappelle que ce média est gratuit et fabriqué par des bénévoles et qu'il a besoin d'être diffusé le plus largement possible. Devenez diffuseur pour le soutenir et promouvoir une information indépendante et de qualité. Vous pouvez aussi faire partie de l'équipe, sur le terrain ou à la technique, et pour cela, écrivez-nous à rédaction@lejournal.fr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour être averti à chaque fois que nous postons des vidéos. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 21 septembre pour la prochaine édition. En attendant, restez attentifs à ce qui se passe autour de vous.